Bonjour à tous et bienvenue dans le Daily Débrief numéro 9. Nous sommes le 4 avril 2022, c'est le 40e jour de guerre en Ukraine, d'opération spéciale pour les Russes. Aujourd'hui, nous répondons à vos commentaires, nous allons regarder un petit peu les faits d'actualité, parler un petit peu de la livraison des T-72 qui serait probable, et ensuite derrière nous allons analyser certaines vidéos, notamment celle-ci qui a beaucoup fait parler parce que ça serait la première frappe confirmée d'un système Starstreak anglais. Allez, tout ça après le jingle. Et nous sommes donc rejoints par Laurence, la voix de la communauté. Et juste avant que tu nous expliques un petit peu les commentaires, je voudrais juste vous rappeler que c'est un format apolitique et purement technique. Donc ne soyez pas choqués par notre absence d'émotion par rapport à la cruauté des événements qu'on va traiter. C'est la volonté de la chaîne, c'est une ligne éditoriale de manière à vous amener des informations qui soient, je l'espère, le moins biaisées possible. Alors Laurence. Oui, on va commencer par cette première question qui concerne les munitions. Et certains se posent la question des munitions non guidées. Est-ce qu'il faut forcément être en basse altitude pour frapper ou pas? C'est effectivement un débat récurrent qu'on a vu dans la section commentaires. Je pense que le plus simple, c'est de prendre un petit peu de recul et de vous expliquer la grande différence entre les munitions guidées et non guidées. Donc ça, je pense que vous avez compris depuis le temps que vous nous suivez. Avec les munitions guidées, on vous fait un petit tableau. Eh bien, vous pouvez soit avoir du laser. Difficulté du laser, il faut qu'en permanence, vous éclairiez la cible, soit avec des troupes au sol, soit avec un drone, soit avec l'avion porteur ou illuminateur. Donc, il faut en permanence pouvoir guider cette munition pendant son temps de chute. Soit vous avez du système guidé GNSS. Le GNSS, c'est du GPS ou du GLONASS. Donc, on rentre les coordonnées et ensuite, la bombe va se diriger grâce à la constellation de satellites. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de brouillage. Ou alors, vous avez de la munition non guidée qui existe depuis quasiment le début de l'aviation, où là, c'est du balistique, c'est du tir sur de la trajectoire balistique. Le plus simple, c'est qu'on vous mette 4 tranches d'altitude. La TBA, très basse altitude, c'est en dessous en gros de 150 mètres, 500 pieds. Vous avez également la basse altitude, entre 150 mètres et 10 000 pieds, 3 000 mètres d'altitude. Ensuite, la moyenne altitude, entre 10 000 pieds et 21 000 pieds, donc de 3 000 mètres à 7 000 mètres. Et tout ce qui est HA, haute altitude, au-dessus de 7000 mètres. Et un petit code couleur pour vous expliquer les altitudes optimales pour la mise en œuvre de cet armement. Donc si vous voulez tirer du laser en très basse altitude, ce n'est pas une situation d'avenir parce que vous n'allez pas pouvoir bien guider votre armement, il n'aura pas le temps de se guider. Donc les munitions guidées à très basse altitude, no bueno, ce n'est pas l'optimal. À basse altitude, oui c'est possible. Ensuite, à moyenne et haute altitude, c'est cœur domaine, c'est parfait. Pour la munition non guidée, à très basse altitude, ça marche bien. À basse altitude, comme je vous l'ai dit la dernière fois, si vous prenez le temps de viser, de désigner, on peut taper un char, il n'y a pas de souci, ça marche bien également. À moyenne et haute altitude, on vous met de l'orange. Pourquoi? Bien parce que c'est moins précis, forcément. Il y a plus de contraintes, d'un point de vue balistique, tout ça, c'est beaucoup moins précis. Donc, ce qu'il faut également comprendre, c'est que vous pouvez emporter de la munition non guidée à moyenne altitude, à haute altitude, descendre à basse altitude ou à moyenne altitude pour la tirer et remonter. Tout ça, ça ne pose absolument aucun souci. Donc, j'espère qu'avec ce tableau, ça sera très clair et vous comprendrez un peu mieux comment est-ce qu'on décide des altitudes et des munitions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette notion de bombardement stratégique et tactique? Oui, effectivement, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bombardements à haute altitude, là, c'est généralement avec de la munition non guidée, du bombardement stratégique. Le bombardement tactique égale champ de bataille, pour faire très simple. Tactique égale char, tactique égale troupe, tactique égale un point précis à taper, un pont, ce genre de choses. Le stratégique, on est beaucoup plus dans du macro. Le tactique, c'est micro, le stratégique, c'est macro. Et donc, ça veut dire une ville, un centre pétro-industriel, un centre de fabrication de chars, ce genre de choses, des choses beaucoup plus grosses. Donc quand on parle d'attaque ou de bombardement tactique, généralement il faut pouvoir bien viser, faire quelque chose de très précis. Quand on parle de stratégique, on n'en parle plus trop de nos jours, mais il y avait par exemple le Strategic Air Command à une époque, on est généralement sur des cibles, pour faire simple, qui sont beaucoup plus grosses, donc il y a moins besoin de discriminer quand on veut viser. Tu pourrais nous donner justement des exemples historiques de la non-guidée? Oui, donc des exemples historiques, ça va être, regardez
la poche de Falaise, bataille de la poche de Falaise, vous avez des chars allemands qui sont massacrés par la troisième dimension, par l'aviation alliée. Donc vous avez des Typhoon, donc des avions qui viennent et qui tirent à la roquette sur les chars, qui ont massacré les chars. Bien là, c'est clairement du tactique. Ils sont descendus à basse ou très basse altitude pour les avoir. On est dans du tactique. Dans du stratégique, c'est les B-17 qui sont au niveau 200, c'est les B-29 qui montent au niveau 300 pour bombarder Tokyo, les B-17 et B-24 qui ont bombardé l'Allemagne, hein, par exemple, où là, vous avez des dizaines, des centaines d'avions qui vont au-dessus d'une ville et qui font, comme on dit, tapis de bombe et qui font tomber de la munition non guidée de manière pas très précise dans un rayon, en fait, qui est une grosse zone industrielle ou alors de la ville. Là, c'est clairement du stratégique. Et dire qu'en termes de volume, on utilise beaucoup plus de munitions non guidées qu'en guidées. Oui, effectivement, parce que généralement le non guidé est moins discriminant et moins précis. Donc pour atteindre un objectif, généralement plus c'est des objectifs plus gros, mais pour atteindre un objectif, il va falloir mettre plus d'armement. C'est d'ailleurs pour ça que la munition guidée a été inventée. Au Vietnam, ils n'arrivaient pas à taper un pont avec de la non guidée. Ils ont fini par inventer le kit de guidage laser PV2, ce qui leur a permis de mettre beaucoup moins de bombes, mais de manière beaucoup plus précise. Ouais. Toi, ça t'est déjà arrivé d'ailleurs de tirer plusieurs bombes à la fois? Ouais, on appelle ça une salve. Donc moi, ça m'est arrivé en super étendard dans le nord de l'Écosse, sur un champ de tir. On tirait en salve des bombes d'entraînement, des bombes à balistique variable, et on avait mis un espacement de 50 mètres entre chaque bombe. Et donc ça, c'est assez sympa à voir en entraînement. Le temps de guerre en Irak, ça m'est arrivé de faire plusieurs salves de 4 avec de la bombe guidée GPS. La bombe guidée GPS, vous pouvez les envoyer plusieurs en même temps sur différentes cibles, donc c'est extrêmement efficace. La bombe laser, ça va être plus compliqué parce qu'encore une fois, il faut pouvoir les guider une à une. Donc le plus efficace à mettre en œuvre de nos jours, hein, d'un point de vue tactique, oui, c'est le GNSS, c'est très pratique. Selon les sources ouvertes, nous parlons de 1100-1300 missiles depuis le début de la guerre. Est-ce beaucoup ? Alors c'est toujours pareil, c'est une question de référentiel. Là on parle plutôt d'une guerre quasi d'invasion si on peut dire, il y a des gros mouvements de troupes, ça rentre. Si on devait comparer ça à une autre guerre d'invasion avec de la grande armée, on pense tout de suite à Tempête du désert, la première guerre du Golfe, entre janvier et février 1991. Ça a d'ailleurs duré 42 jours, là on est au 40e jour de guerre. Qu'est-ce qu'ils ont tiré? On peut comparer puisqu'on arrive à peu près au même moment. Sur Tempête du désert, ils ont quand même tiré 250 000 bombes et missiles en 42 jours. Donc là on n'a pas le nombre de bombes, c'est effectivement un nombre de missiles et tout, donc, mais clairement on est largement en dessous. Et ils utilisaient beaucoup d'avions? Ils ont utilisé effectivement beaucoup d'avions. La coalition avait 2250 avions pour Tempête du désert, donc c'est absolument énorme. Et c'était possible parce qu'à l'époque, on sortait tout juste de la guerre froide et les armées avaient encore des grands formats. À l'heure actuelle, récupérer 2250 avions, c'est pas la même. Et d'ailleurs, il y a eu des avions américains qui ont été abattus? Oui, il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes pendant Tempête du désert. Ils ont perdu plus de 70 avions, dont 44 à cause des Irakiens. Et d'ailleurs, dès le premier jour, il y a eu un F-18 qui a été abattu par un MiG-25 irakien, donc victoire aérienne pour les Irakiens. Donc ça montre bien qu'à partir du moment où on rentre avec beaucoup de matériel, à partir du moment où on rentre en tant qu'envahisseur, forcément, c'est plus dur d'attaquer que de défendre d'une certaine manière. Et on va y laisser des plumes. On va passer à une toute autre question. Qu'est-ce qui se passerait pour un pilote qui refuserait d'aller au combat? Alors c'est déjà arrivé dans le passé, hein, il y a des petits exemples comme ça de pilotes qui se rendent compte, qui ont des petits cas de conscience avant de partir, qu'ils aiment bien l'aviation, mais que le côté militaire et mise en œuvre de l'armement, c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Donc depuis ces épisodes, il y a une grosse sélection sur ce côté militaire. Il ne faut pas oublier que dans l'armée française, vous êtes militaire, après vous êtes par exemple, aviateur ou marin, ensuite vous êtes officier et ensuite vous êtes pilote. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a cette notion de militaire. Si vous refusez de partir en vol dans l'armée française, vous n'allez pas partir en vol et puis après vous allez être réorienté ou peut-être vous allez peut-être arrêter l'armée. Vous n'allez pas aller en prison normalement, il n'y a pas de raison comme ça. En tout cas, je ne connais pas d'exemple comme ça. Vous êtes plus réorienté parce que c'est fait, on va dire, en toute intelligence. Il y a des raisons plutôt psychologiques derrière ça. Ce qu'il ne faut pas oublier par contre, c'est qu'un commandant d'unité, la personne qui donne les ordres à ses hommes, ce commandant d'unité, il a une lettre de commandement qui lui vient du président de la République. Et quand vous êtes sous les ordres de ce commandant, eh bien, vous êtes censé suivre le commandant dans tout ce qu'il nous ordonne, dans le respect des lois, dans le respect du règlement militaire et pour le succès des armes de la France. Ça, c'est un point très important, c'est que
en tant que subalterne, en tant qu'officier subalterne à notre chef, il y a cette notion de respect des lois, de respect des règles militaires et du succès des armes de la France. Donc, je pense que la question sous-entendue, c'était cette notion de peut-être partir tirer sur des populations, sur des populations civiles. Maintenant, on voit bien qu'en tant que militaire français, on a cette notion de respect des lois, de respect des règlements militaires et du succès des armes de la France. Donc si on nous dit qu'il faut aller taper sur des civils, alors moi on ne l'a jamais dit, mais c'est pas quelque chose qu'on dirait parce que c'est pas un ordre qu'on est censé suivre, parce qu'il y a cette notion de respect de suivre les lois, les règles de la guerre, toutes ces choses-là. Donc chez nous c'est bien ancré, c'est bien intellectualisé on va dire, ce qui nous permet de rester bien alignés avec les bonnes valeurs de la République française. Tu as déjà vu des pilotes qui refusaient d'aller au combat? Non, moi j'ai jamais vu. Cette semaine, il y a eu des annonces de livraison, notamment livraison de chars, et aussi Boris Johnson annonce qu'il souhaiterait livrer des missiles anti-navires. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le sujet, s'il te plaît? Oui, les chars en question, c'est des T-72, donc c'est des chars de l'ex-URSS. C'est la technologie des années 60-70, il y en a plus de 25 000 de construits. C'est des gros chars, ça fait dans les 42-45 tonnes, fonction des versions. Alors, c'est plus petit qu'un char Leclerc en termes de masse. Un char Leclerc, c'est plutôt une cinquantaine de tonnes. En termes de canon, c'est du 125. Un char, qu'est-ce que c'est? C'est de l'artillerie mobile. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, tu parles des Anglais, il y a eu beaucoup de livraisons de systèmes anti-chars, il y a eu beaucoup de dégâts, ça a été montré partout dans les chars et dans l'artillerie russe. Une fois que vous avez réussi un petit peu à freiner l'envahisseur ou vous arrivez à lui faire des dommages, ce qu'il vous faut, c'est qu'il vous faut de la puissance. Le char, ça sert donc à projeter de la puissance, mais également à protéger des fantassins, ça vous permet de faire des attaques. Donc ils ont besoin de ça, et il semblerait effectivement qu'il y ait un accord et que la Pologne, la Bulgarie, la République tchèque, tout ça, ils ont des chars. La Pologne, il y a plusieurs centaines de chars T-72, et les Ukrainiens sauraient les utiliser, sauraient les maintenir, sont des chars assez faciles d'un point de vue entretien, donc ça serait absolument... Pas besoin de formation. Si c'est déjà des personnes habituées au T-72 ukrainiens, n'ont pas vraiment besoin de formation, donc ils seraient aptes à les mettre en œuvre assez rapidement. Pour ce qui est des missiles anti-navires, on sait donc du côté de la mer, on a toute la flotte russe qui est présente. Pour l'instant, ils ont perdu, je crois, qu'un bateau à quai. Il y a donc ce risque d'invasion, ce risque de ravitaillement. Et si Boris Johnson propose de livrer des missiles anti-navires, c'est également pour amener le combat du côté plus maritime ou empêcher un rapprochement de ces bateaux, sachant que ces bateaux ont ouvert le feu pas plus tard que hier sur des dépôts de pétrole ukrainiens. Là, en revanche, pour les missiles anti-navires, il y aurait besoin de formation un peu plus poussée, non? Oui, alors il faut voir quel type de missiles anti-navires ils veulent utiliser. Il y a différentes gammes. Vous avez des missiles anti-navires où il faut du radar, beaucoup de formation pour tirer loin. L'exemple français, c'est par exemple tout ce qui est AM-39, Mer 40, ce genre de choses. Donc des gros missiles de plusieurs centaines de kilos. Ou alors après, vous pouvez avoir des sortes de lance-roquettes, des petits missiles plus côtiers, où là vous pouvez quand même avoir un impact. C'est un peu comme sur de l'anti-char, même vous pouvez utiliser de l'anti-char contre des bateaux proches. Donc il faut voir exactement quel type de missiles ils veulent livrer. Dès qu'on aura l'info, on vous expliquera un peu plus en détail. Maintenant, nous voyons ces images du TB2 abattu. Qu'en est-il? Oui, donc on a vu plusieurs images circuler des TB2. Les TB2 sont des drones, ça vole dans la troisième dimension. Les Russes ont des systèmes sol-air. Ils peuvent détecter un TB2, ils peuvent abattre un TB2. Vous pouvez abattre un TB2 depuis un avion, vous pouvez abattre un TB2 depuis des sites des sites sol. Donc il y a plusieurs images qui traînent comme ça sur Internet où on voit des victoires aériennes contre les TB2. Du même côté, on voit effectivement aussi des avions de chasse russes qui se font abattre. Celui-là serait le premier Sukhoi 35 abattu. On va attendre d'avoir exactement confirmation et puis on en parlera un peu plus en détail. Dans les images, on le voit tomber vraiment après. On ne sait pas encore quel système l'a abattu, mais il semblerait qu'il n'était pas en TBA. Il était soit en basse altitude, soit en moyenne altitude ou haute altitude, on ne sait pas pour l'instant. Nous allons passer à cette vidéo où on voit un hélico se faire frapper par derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce type d'hélico? Oui, donc sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup vu peut-être cette image, c'est un peu l'image du week-end. Je vous propose que l'on rembobine et qu'on regarde toute la vidéo dans son ensemble.
vous voyez déjà qu'il y a deux hélicoptères différents. Le premier, c'est le fameux Ka-52 dont nous avons beaucoup parlé et qui fait un tir en loft, j'ai envie de dire comme à son habitude. Et ce qu'on ne vous avait pas trop dit la dernière fois, c'est qu'à chaque fois qu'on voit ces images de tir en loft, vous avez une paire d'hélicoptères, le Ka-52 qui travaille avec un Mi-28N. Et là, c'est le Mi-28N. Donc si on doit regarder ce qui se passe, le Ka-52 arrive, lève, fait son loft, tire ses roquettes, part par la gauche. Derrière, vous avez le Mi-28 qui arrive, qui fait son loft. On entend les départs de roquettes, qui redescend. Mais encore une fois, et je ne m'explique pas pourquoi, ils n'apprennent pas de leurs erreurs, ils ne descendent pas à slalomer entre les arbres. Ils doivent croire qu'ils sont dans un espace qui leur appartient. Et on le voit taper. Donc pour répondre à ta question, le Mi-28, qu'est-ce que c'est? C'est un avion qui est un hélicoptère. D'attaque anti-char russe, hein, c'est du costaud. C'est la version N pour nuit. Ça a commencé à être développé dans les années 80, ça a été arrêté avec la fin de l'URSS et c'est remonté en service après dans les années 2005. Comme dans la plupart des hélicos russes, vous avez 2 fois 2200 chevaux, c'est un hélico qui est autour des 10 tonnes et vous avez un canon de 30, mais surtout de la capacité d'emporter des roquettes. Donc là, ce sont probablement des roquettes de 80 mm. Ce que je peux vous dire de plus sur cet hélicoptère, eh bien, c'est que c'est intéressant de voir qu'il travaille toujours avec le Ka-52. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une raison de navigation, de stock, je ne me l'explique pas. Mais son petit nom, c'est le Havok. Et Havok, ça veut dire un ravage en français. Et quel type de missile ça peut être? Effectivement, donc, on voit qu'il est tapé par l'arrière, encore une fois parce qu'il est apparemment, enfin moi de mon point de vue, il n'est pas assez redescendu. Il semblerait que ce soit la première victoire en Ukraine d'un missile Starstreak. Hein. La dernière fois je vous ai parlé de Star Trek, mais la prononciation exacte c'est Starstreak. Il y a quand même le jeu de mots, hein, faut pas déconner. Mais ce type de missile solaire très courte portée, comme on l'a dit, ne peut pas être leurré. Donc il semblerait, on a vu qu'ils avaient tendance à envoyer des leurres infrarouges pendant leur manœuvre. Là on ne les voit pas trop, mais c'est un désignateur qui envoie du faisceau laser sur l'EMI et qui permet l'impact. Au niveau de l'arrière, petite explosion, hein, parce que c'est des fléchettes. Il semblerait que l'équipage ait survécu, d'après les sources ouvertes. Mais vous voyez, c'est très très efficace. Et je vous rappelle encore une fois que le gros avantage du Star Trek, c'est qu'il n'est pas forcément leurrable. Donc il y a un gros degré de létalité. Et je pense que les Russes vont devoir revoir leur zone d'opération et mettre des hommes au sol pour pouvoir utiliser leurs hélicoptères en artillerie. Nous allons revenir à ta dernière vidéo où tu parlais du raid des Mi-24 vers la Russie. Là, tu avais donné une vision très macro et certains aimeraient avoir une vision beaucoup plus micro, notamment sur la passe des tirs. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, donc c'est vrai que j'avais pas trop pris le temps d'analyser dans la vidéo d'hier, d'analyser les passes de tir. Je vous dis qu'il n'y a pas de re-attaque. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, vous avez donc les deux hélicos qui attaquent l'un derrière l'autre, en lead trail, hein, l'un derrière l'autre. Le premier ouvre le feu, on voit qu'il fait un ripple, il appuie 2 fois. Premier tir de roquette, probablement toujours pareil, la roquette de 80 mm. Ça part, il attend un tout petit peu, il rouvre le feu, pas d'explosion secondaire, il commence à dégager. Vous avez son équipier, c'est généralement l'équipier qui est derrière, sauf voilà, qui arrive derrière, qui ouvre le feu, et là tout de suite, explosion secondaire. Vu le nombre de roquettes qu'ils ont tirées, il est probable qu'il était possible d'en avoir plus. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont plus de stock et ils n'en avaient pas d'autres. Mais dans un cas comme ça, vous avez souvent briefé une réattaque parce qu'il y a d'autres sites de pétrole juste à côté, ils auraient pu en taper plus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, ils sont probablement gênés par la lumière, hein, il fait quasi nuit, c'est très vif, mais surtout par les fumées. Et quand on fait une attaque comme ça, une des premières choses qu'on prend en compte, c'est la direction et la force du vent, de manière à savoir dans quel ordre on va taper. Les DMPI, dont on parlait la dernière fois, les points d'impact désirés, qu'est-ce qu'on va viser et dans quel ordre, fonction du vent dominant. Donc, il est probable que l'objectif, voilà, l'impact était réalisé, donc ils se sont dit on ne va pas insister, mais s'il n'y a pas de ripple, donc de deuxième tir de la part de l'équipier, je pense que c'est parce qu'il y a ces explosions secondaires, ça lui va. 2 possibilités, il n'a plus de munitions. Sinon, troisième possibilité pour l'absence de re-attaque, c'est ils sont gênés tout simplement par les colonnes de fumée. Vous avez vu un peu les colonnes de fumée que ça fait. Ils n'ont pas envie de tirer à côté ou de blesser des gens qui n'ont pas à être blessés. Donc ils décident, comme on dit, digresser, de repartir en territoire allié. Et pour terminer justement sur la vidéo d'hier, vous êtes certains m'avoir fait remonter le fait que je n'ai pas parlé du raid de la Royal Air Force sur les îles Malouines pendant la guerre qui a eu lieu il y a maintenant 40 ans dans les îles Malouines. Il y a effectivement
l'opération Black Buck qui a mis en œuvre un bombardier Vulcan qui a décollé de l'île de l'Ascension, qui a fait quasiment 6600 nautiques aller-retour et qui, avec l'aide de 11 avions ravitailleurs, eh bien, allait bombarder les Malouines. Je ne vais pas vous en dire plus, effectivement, je vais juste noter, vous voyez, on lit tous vos commentaires et je pense qu'on en parlera à la fin du mois parce qu'à la fin du mois, ça sera les 40 ans de ce raid. Allez, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous envoyer les images, vos questions directement par le site internet. Et d'ici là, fly safe.